académicien de Lyon. Alors, je suis l'archiviste Falconette, bienvenue dans cet épisode pas très académique. Aujourd'hui, aujourd'hui ça sent la fin. D'ailleurs, en parlant de fin, c'est la fin pour ce pauvre Cyrus. Enfin, pauvre, c'est un grand mot. Le grand empereur perse décide tout d'un coup, en 549 avant notre ère, d'inféoder la reine Timodis et son peuple les Massagetes. Celle-ci, ne voulant pas de conflit, tente de négocier. Cyrus refuse et assassine son fils. S'ensuit alors de nombreux affrontements dans lesquels Cyrus est tué. Mais Timodis ne va pas en rester là. Elle tient sa vengeance, parcourt le champ de bataille, retrouve le corps de son ennemi et le décapite. Outrage suprême, elle le fait en plus tremper dans un vase sanguinolent. Ici, nous sommes devant une toile de Coypel qui a reproduit une œuvre originale de Rubens. Seulement, Coypel n'a jamais vu cette œuvre. Il s'est inspiré d'une gravure. Sur la toile originale de Rubens, il n'y a absolument pas de petit chien. L'artiste a rajouté cet animal sur le dessin qu'il a donné à son graveur pour la diffusion de son œuvre. Coypel a donc reproduit la gravure et a dû imaginer les couleurs. Cette huile sur toile a été offerte à l'Académie au XIXe siècle et a été restaurée pour l'exposition par les étudiants de l'école de Condé. D'ailleurs, en parlant de meurtre, il y en a plusieurs qui ont mystérieusement disparu après m'avoir réveillée. Sinon, au XIXe siècle a eu lieu la retentissante affaire de la malle sanglante de Millery ou Malagouffé. Cette affaire sordide, résolue par l'académicien Lacassagne, mêle adultère, passion et meurtre. L'huissier de justice Toussaint Augustin Gouffé est assassiné en juillet 1889 par Emmanuel Bompard et son amant Michel Hérault. Les deux amants vont dissimuler le défunt dans une malle et l'expédier dans le train Paris-Lyon. Ils vont finalement récupérer la malle à Lyon et aller la jeter au lieu-dit la tour de Millery. Monsieur Lacassagne, que voici, fut l'un des premiers à établir une théorie criminelle associant milieu social et fonctionnement cérébral. Sa théorie allait bien évidemment à l'encontre des théories de l'époque, disant que l'on naissait criminel. Avec son élève Edmond Locard, juste ici, ils vont fonder tous les deux la première école d'anthropologie criminelle du monde. Edmond Locard sera d'ailleurs surnommé le Sherlock Holmes lyonnais ou encore Sherlockard. Sherlockard va également formuler le principe d'échange qui veut que toute action criminelle laisse forcément une trace et des empreintes sur le lieu du crime. Toutefois, parfois, pour pouvoir résoudre une enquête, il faut savoir prendre un petit peu de hauteur. Et de la hauteur, on en prend à Lyon, puisque c'est justement ici qu'a été inauguré en janvier 1884 le 3e vol habité. Le Flessel s'élève alors de plusieurs mètres avec à son bord 7 personnes sous les hurrahs de la foule qui a bien évidemment payé pour assister au décollage. Parmi les voyageurs, nous comptons quelques noms illustres comme le comte de Laurencin ou encore Monsieur Montgolfier, membre correspondant de l'Académie. Quelques mois plus tard, un autre ballon décolle avec à son bord la première femme à être montée dans un aérostat, Elisabeth Thible. Le Gustave, qui est également un ballon à air chaud, part des Brotteaux et finira par atterrir à la Duchère. Pour marquer son trajet, il lâche de temps en temps des petites marques lestées de plomb. Un court message est écrit dessus à destination de la personne qui va le retrouver, lui indiquant de se rendre expressément à la mairie afin de dire où il a trouvé sa marque. Ceci, bien évidemment, afin de pouvoir tracer le parcours du ballon. Malheureusement, les ballons sont soumis aux conditions météorologiques. Et bien que les académiciens aient étudié longuement cette discipline, la science a ses limites. C'est pourquoi, dès 1883, les académiciens vont lancer un concours sur le meilleur moyen de diriger ces aérostats. Ce concours est bien sûr ouvert à tous et les réponses affluent de toute l'Europe. Malheureusement, les réponses sont vraiment toutes plus farfelues les unes que les autres.
Dans cette profusion de propositions, les académiciens vont décider de ne pas remettre le prix. Il faut attendre une petite centaine d'années pour voir apparaître par la suite le premier aérostat dirigeable. Qu'elle soit scientifique ou artistique, la tête dans les nuages ou les pieds sur terre, on peut véritablement dire, les amis, que l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon a su pendant plus de 4 siècles se mettre au service de la ville. C'est la fin de ces épisodes de Pas très académiques. J'espère vous retrouver très bientôt au sein de notre belle exposition.